Une bascule brutale s'opère plus vite que prévu, emportant les repères établis. Alors que l'industrie britannique s'enlise dans la stagnation, l'expansion énergétique africaine progresse en parallèle, créant un paradoxe économique que les analystes peinent à interpréter sans recul. Que signifie ce renversement pour l'équilibre mondial et pourquoi éclaire-t-il différemment la trajectoire d'Ibrahim Traoré aux yeux des observateurs attentifs ? Un futur inattendu commence déjà à prendre forme. La promesse de cette analyse est simplée et exigeante. Fournir une grille de lecture claire pour comprendre un réalignement mondial souvent commenté, mais rarement décomposé avec méthode. L'objectif est d'offrir des repères concrets pour lire les signaux économiques, énergétiques et industriels sans se laisser piéger par les récits hérités. Ce décryptage permet de distinguer ce qui relève d'un cycle passager de ce qui s'installe comme une transformation durable des rapports de force. Les enjeux dépassent largement les marchés financiers. Pour les États, il s'agit de marge budgétaire, de souveraineté énergétique et de capacité de négociation internationale. Pour les entreprises, la question porte sur la localisation des activités, la stabilité des coûts et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les investisseurs évaluent, eux, la prévisibilité à long terme dans un contexte où certains pôles perdent en cohérence tandis que d'autres gagnent en attractivité. Pour finir, les citoyens sont directement concernés, car ces mutations influencent l'emploi, les prix et les perspectives sociales. Un microsignal traverse déjà l'ensemble du système. La perception du risque change plus vite que les statistiques officielles. Le renversement était déjà visible lorsque l'on met côte à côte deux trajectoires qui semblaient autrefois incompatibles. D'un côté, une économie britannique dont la productivité industrielle est restée presque immobile pendant plus d'une décennie, de l'autre, un espace africain où l'expansion énergétique et logistique s'accélère de manière cumulative. Ce contraste ne surgit pas soudainement dans les statistiques récentes, il s'est formé lentement à travers une accumulation de signaux faibles que beaucoup ont minimisés. Après 2008, les bilans bancaires britanniques ont commencé à révéler des fragilités récurrentes, tandis que les usines fonctionnaient en sous-capacité chronique. La dépendance énergétique croissante a amplifié cette vulnérabilité, exposant l'industrie à une volatilité que le modèle de service ne parvenait plus à absorber. Les coûts grimpaient, les marges se contractaient et la reprise annoncée restait inégale. En parallèle, l'Afrique entrait dans une phase de construction méthodique. Corridors énergétiques, projets solaires de grande ampleur, infrastructures portuaires modernisées et intégration commerciale continentale ont progressivement dessiné une architecture cohérente. Ce mouvement n'était ni spectaculaire ni uniforme, mais il était structuré. À mesure que l'élan devenait cumulatif, il attirait l'attention d'investisseurs à la recherche de stabilité opérationnelle, un critère longtemps associé aux économies établies. C'est dans cet espace que certains dirigeants africains ont perçu plus tôt la profondeur du changement. La posture stratégique d'acteurs comme Ibrahim Traoré devient alors emblématique d'une lecture attentive des dynamiques internes plutôt que des signaux externes. L'idée centrale se précise. Lorsque l'énergie, la logistique et les marchés s'alignent, le centre de gravité économique commence à se déplacer avant même que les récits dominants ne s'ajustent. La question n'est donc plus de savoir si la bascule existe, mais qui a su la reconnaître à temps. Pour saisir comment un déplacement systémique devient perceptible, il faut quitter les agrégats et observer ceux qui vivent la rupture avant qu'elle ne soit reconnue. Dans les Midlands, un directeur d'atelier décrivait déjà en 2016 des chaînes de production tournant au ralenti, non par manque de commandes, mais parce que les coûts énergétiques effaçaient toute marge. Les machines étaient opérationnelles, les compétences présentes, mais l'électricité imprévisible transformait chaque journée en pari. Ce qui paraissait anecdotique révélait en réalité une fragilité structurelle. Lorsque l'énergie cesse d'être stable, la compétitivité industrielle se dissout silencieusement. À plusieurs milliers de kilomètres, une trajectoire inverse prenait forme. À Nairobi, une entreprise logistique émergente a vu son volume d'activité doubler en moins de 3 ans grâce à l'amélioration des corridors intérieurs et à l'intégration progressive d'outils numériques. Il ne s'agissait pas d'un succès isolé, mais de l'effet direct d'une architecture régionale reliant énergie plus prévisible, infrastructures fonctionnelles et marchés en expansion. Les délais se réduisaient,
les coûts se stabilisaient et la planification devenait enfin possible. Ces deux situations éclairent un même phénomène sous des angles opposés. Les acteurs de terrain perçoivent les inflexions bien avant les institutions financières ou les rapports officiels. Les banques tirent la sonnette d'alarme tard. Les responsables d'usines et les logisticiens sentent la rupture dans leurs décisions quotidiennes. C'est précisément ce décalage qui explique pourquoi tant d'analyses ont sous-estimé l'ampleur du réalignement en cours. Lorsque les signaux précoces convergent, la trajectoire devient irréversible. Avant, les projections officielles annonçaient une normalisation progressive. Après, les factures énergétiques et les bilans bancaires ont exposé une fragilité devenue impossible à masquer. Ce basculement marque l'activation du cycle. L'industrie britannique vacille sous une pression énergétique persistante et chaque ajustement défensif déclenche le suivant. Les usines chimiques réduisent leurs équipes. Les aciéries suspendent leurs opérations aux heures de pointe. Les fournisseurs automobiles voient leurs marges s'effondrer au moindre surcoût logistique. La contraction n'est pas spectaculaire, elle est cumulative. Rue après rue, les vitrines ferment. La perte de cohérence industrielle s'installe. La tension s'accroît lorsque les investisseurs révisent leur carte mentale. Londres cesse d'être perçue comme un refuge stable et devient un espace à croissance faible et à volatilité élevée. La monnaie recule lors des épisodes de stress. Les coûts d'importation augmentent, les banques resserrent le crédit. Les entreprises interrogent la viabilité de leur ancrage de long terme. Ce changement de perception accélère le repli. Des divisions sont délocalisées, des bureaux sont reconduits ailleurs. Les chaînes logistiques sont reroutées vers des hubs jugés plus dynamiques. Le processus devient presque routinier, puis viennent les répercussions visibles. Les fermetures d'usines deviennent publiques. Les infrastructures vieillissantes ne suivent plus le rythme. Les avantages historiques ne compensent plus la perte d'élan. L'écosystème industriel perd la confiance, un ingrédient essentiel à l'investissement. Chaque choc amplifie le précédent. Le glissement franchit un seuil. Au même moment, un mouvement inverse s'accélère au sud. De nouvelles zones industrielles africaines s'allument. Des corridors logistiques relient l'intérieur du continent aux ports en eau profonde. Des parcs pharmaceutiques, agricoles et manufacturiers émergent, conçus pour retenir la valeur plutôt que l'extraire. Ce qui apparaît comme un exode, d'un côté est vécu comme une absorption maîtrisée de l'autre. L'énergie plus prévisible soutient la planification. Les infrastructures modernes réduisent l'incertitude. Les universités forment des ingénieurs. Les partenariats internationaux s'enchaînent. L'élan devient cumulatif. Cette recomposition transforme un avantage dispersé en levier cohérent. Le contraste s'impose. Une économie hésite, l'autre avance. Le centre de gravité commence à dériver, lentement d'abord, puis avec la force d'un mouvement accumulé pendant des années. C'est dans cette phase que des dirigeants africains, attentifs aux signaux internes plutôt qu'aux récits dominants, ajustent leur lecture stratégique. La posture d'acteurs comme Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette séquence. Consolider les leviers avant que la bascule ne devienne évidente pour tous. La ligne des événements ne se résume pas à une crise ponctuelle. Elle décrit un enchaînement. On peut lire la séquence ainsi. D'abord, une activation par l'énergie. Puis vient une tension portée par la perception du risque. Pour finir, les répercussions se matérialisent dans la relocalisation des flux. Lorsque ces trois temps s'alignent, le renversement cesse d'être hypothétique et devient structurel. À partir d'une base déjà fragile, plusieurs indicateurs ont glissé vers une configuration plus contraignante. La dynamique britannique ne s'est pas inversée. Elle s'est déplacée d'un déséquilibre tolérable vers une exposition structurelle. 3 mesures suffisent à éclairer ce passage, non comme des chiffres isolés, mais comme des multiplicateurs de trajectoires. Pour commencer, l'intensité énergétique de l'industrie britannique a augmenté plus vite que celle de ses voisins européens pendant les phases de volatilité mondiale. Cette hausse fragilise mécaniquement la compétitivité nationale en comprimant marge et capacité d'ajustement. Dans les secteurs lourds, l'effet est cumulatif. Chaque variation de coût se répercute sur l'ensemble de la chaîne, réduisant la capacité d'absorption des chocs suivants. L'énergie cesse alors d'être un intrant neutre et devient un facteur de contraction durable. Les entreprises réagissent par des arbitrages défensifs, rarement réversibles, à court terme. Dans un second temps, la dépendance du Royaume-Uni au gaz importé
s'est accrue à mesure que la production domestique déclinait. Cette dépendance structure désormais les prix industriels en les indexant aux fluctuations globales. Dans une économie dominée par les services, cette instabilité agit comme un frein diffus. Les industriels réduisent les équipes, ils ajustent les horaires, ils reconfigurent les chaînes d'approvisionnement pour limiter l'exposition. Ce mouvement inaugure une dynamique de retrait plutôt qu'un simple ralentissement cyclique. Pour finir, l'affaiblissement récurrent de la livre lors des périodes de tension augmente le coût des importations clés. Une monnaie affaiblie réduit l'investissement et accélère les arbitrages de localisation. La mécanique est simple. Les composants deviennent plus chers, les marges se resserrent, les décisions d'implantation basculent vers des environnements perçus comme plus prévisibles. Ce glissement transforme la perception du risque plus vite que les politiques publiques ne peuvent réagir. Face à ces trois pressions combinées, le contraste africain apporte un contrepoint décisif. Sur le continent, l'intégration énergétique progresse à un rythme qui renverse les hiérarchies établies. C'est ça. Projets solaires de grande ampleur, interconnexion régionale et investissement continu créent une base de coûts jugée plus lisible. La prévisibilité devient un avantage stratégique. Elle attire naturellement les industries à forte consommation énergétique, enclenchant un flux d'investissement difficile à inverser. C'est ici que la lecture stratégique prend tout son sens. Des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, prêtent davantage attention à la cohérence interne du mouvement qu'aux fluctuations externes. L'énergie, les minerais, la logistique intégrée et les marchés jeunes sont traités comme des leviers complémentaires. Lorsque ces leviers s'alignent, le déplacement du centre de gravité devient non seulement observable, mais répétable. Cette répétabilité constitue la preuve la plus robuste du réalignement. Les données mises bout à bout ne racontent pas une crise isolée d'un côté et une opportunité ponctuelle de l'autre. Elles décrivent un transfert d'élan. La question n'est plus de savoir si cette trajectoire existe, mais à quel rythme elle continuera de s'amplifier dans un système mondial réorganisé autour des coûts réels et de la stabilité énergétique. Une première lecture, plus modérée, avance que la situation britannique actuelle relèverait d'un cycle prolongé plutôt que d'une rupture structurelle. Selon cette lecture, le Royaume-Uni aurait déjà traversé des phases de ralentissement comparables sans perdre durablement sa position. L'expertise financière de Londres, son réseau universitaire et sa capacité d'innovation seraient autant d'amortisseurs capables d'absorber les chocs énergétiques et inflationnistes. Dans cette perspective, la volatilité récente serait amplifiée par le contexte mondial, mais appelée à se résorber dès que les marchés de l'énergie se stabiliseront. Le modèle institutionnel demeurerait suffisamment robuste pour permettre un redressement progressif. Un second argument, plus sceptique envers l'ascension africaine, souligne l'hétérogénéité du continent. Les différences de régime politique, les contraintes logistiques persistantes et les vulnérabilités climatiques sont présentées comme des freins potentiels à une consolidation durable. Selon cette analyse, les progrès observés en matière d'énergie renouvelable, d'intégration commerciale ou de stratégie minière resteraient fragmentés. Ils produiraient des pôles de croissance significatifs, mais insuffisamment coordonnés pour constituer un véritable centre de gravité mondial. L'élan africain serait réel, mais encore trop dispersé pour restructurer durablement le système économique international. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des précédents historiques et des contraintes tangibles. Cependant, ils se heurtent directement à la cohérence des dynamiques observées dans le récit source. Les projections britanniques de rebond ne se sont pas matérialisées, non par accident, mais parce que les bases industrielles s'érodaient simultanément sur plusieurs fronts: énergie, investissement, compétitivité et dépendance aux importations. Il ne s'agit pas d'un choc isolé, mais d'un empilement de fragilités qui se renforcent mutuellement. A l'inverse, l'argument de la dispersion africaine s'affaiblit face à la convergence des systèmes. L'énergie plus stable, les corridors industriels connectés aux ports modernisés, les plateformes numériques et l'harmonisation commerciale ne fonctionnent pas comme des poches isolées. Ils forment des architectures reliées, observables dans plusieurs régions au même moment. Cette synchronisation transforme une série d'exceptions en trajectoires structurées. Ainsi, la question n'est pas de savoir si des contre-forces existent, mais si elles suffisent encore à inverser une dynamique déjà enclenchée. À la lumière des données, la balance penche moins vers un simple cycle
que vers une reconfiguration durable. Le centre de calcul a déjà changé. Ce basculement ne se manifeste pas d'abord dans les discours politiques, mais dans les décisions silencieuses des grandes entreprises. Le moment clé survient lorsque des multinationales, longtemps ancrées au Royaume-Uni par inertie historique, commencent à considérer des hubs africains comme des alternatives crédibles. Ce déplacement mental précède toujours les annonces officielles. Il signale que la hiérarchie des risques et des opportunités a été réévaluée en profondeur. Les cartes internes se redessinent autour de critères autrefois secondaires. La stabilité énergétique devient prioritaire. La fluidité logistique l'emporte sur la proximité géographique. La croissance démographique est relue comme un atout de long terme plutôt qu'une contrainte. Dans ce nouveau cadre, certaines économies établies apparaissent soudain plus incertaines que des régions auparavant jugées périphériques. Cette inversion explique pourquoi le réalignement s'accélère sans provoquer de choc immédiat. Les flux se déplacent progressivement. Les investissements tests deviennent des implantations durables. Les partenariats exploratoires se transforment en engagements structurants. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. Des dirigeants africains attentifs à ces signaux, dont Ibrahim Traoré, interprètent cette phase comme une fenêtre stratégique. Plutôt que de réagir aux fluctuations externes, ils observent la cohérence interne des systèmes émergents. Lorsque les décisions privées convergent avant les récits publics, le point de non-retour est souvent déjà franchi. Ce milieu de parcours ne marque pas une conclusion, il confirme une direction. Les effets du réalignement ne restent pas confinés aux graphiques macroéconomiques. Ils se traduisent par des conséquences distinctes selon les acteurs impliqués. Pour les États, l'un des premiers impacts concerne la marge de manœuvre politique. Les gouvernements dont l'économie repose sur une base industrielle fragilisée découvrent que la volatilité énergétique limite durablement la capacité budgétaire. Les projections de croissance doivent être révisées à la baisse, tandis que la dépendance aux importations critiques accroît la vulnérabilité stratégique. A l'inverse, plusieurs États africains gagnent en poids de négociation grâce à la consolidation de leurs infrastructures énergétiques et industrielles. Cette nouvelle crédibilité leur permet d'aborder partenariats et accords sur des bases moins asymétriques. Pour les entreprises, le réalignement se manifeste par un déplacement des centres opérationnels. Au Royaume-Uni, l'imprévisibilité des coûts et le resserrement du crédit accélèrent les décisions de délocalisation partielle. Les chaînes d'approvisionnement, autrefois centrées sur des hubs historiques, sont reroutées vers des zones offrant davantage de stabilité énergétique et logistique. En Afrique, le mouvement inverse s'observe. L'industrialisation progressive attire des investissements productifs dans les secteurs manufacturiers, pharmaceutiques et technologiques. Ce transfert n'est pas ponctuel, il redéfinit la manière dont les entreprises arbitrent entre coûts immédiats et résilience de long terme. Les populations ressentent ces transformations de façon plus directe. Au Royaume-Uni, la hausse des prix de l'énergie et la fermeture d'usines exercent une pression sur les ménages. Les opportunités locales se contractent et les services publics doivent absorber les effets d'une économie moins dynamique. Dans plusieurs régions africaines, la dynamique est différente. Une main-d'œuvre jeune entre sur le marché dans un contexte d'expansion industrielle relative. Cette évolution ouvre des perspectives d'emploi et de mobilité sociale, tout en posant des défis de gouvernance, de formation et d'urbanisation. Les trajectoires sociales deviennent ainsi un révélateur immédiat du réalignement en cours. Les partenaires régionaux et internationaux constituent le quatrième groupe affecté. Les puissances traditionnelles, longtemps habituées à s'appuyer sur le Royaume-Uni comme point d'ancrage, doivent reconfigurer leur stratégie. Les accords miniers, énergétiques et logistiques se négocient désormais autour d'un centre de gravité déplacé vers le sud. Cette redistribution oblige à revoir priorités diplomatiques et réseaux d'influence. Pour certains dirigeants africains, comme Ibrahim Traoré, cette situation crée un espace d'affirmation inédit dans les discussions internationales. Le réalignement ne marginalise pas les acteurs existants, il redéfinit les conditions de leur influence. Ainsi, les conséquences se déploient en couches successives. États, entreprises, populations et partenaires ajustent simultanément leurs décisions. Lorsque ces ajustements convergent, le changement cesse d'être abstrait. Il devient une réalité vécue, différenciée,
mais profondément structurante. Si les tendances actuelles se prolongent sans choc majeur, une trajectoire centrale s'impose. Le Royaume-Uni parvient à une stabilisation relative, mais sans retrouver un véritable dynamisme industriel. Les coûts énergétiques demeurent fluctuants, limitant la relance des secteurs intensifs en électricité. Les investissements privés se redéploient progressivement vers des zones offrant une meilleure prévisibilité opérationnelle. Dans ce scénario, plusieurs hubs africains continuent d'absorber des partenariats industriels et logistiques, confirmant un réalignement déjà engagé. Le système mondial s'ajuste par petites touches, sans rupture spectaculaire, mais sans retour en arrière. Si en revanche une accalmie énergétique durable s'installe et que des politiques industrielles ciblées sont mises en œuvre, une trajectoire plus favorable devient plausible. Dans ce cas, le Royaume-Uni regagne une partie de sa compétitivité. Les entreprises retrouvent un espace d'investissement soutenu par une stabilisation des coûts et des incitations publiques mieux calibrées. L'Afrique poursuit alors son ascension à un rythme plus linéaire. Les projets énergétiques et industriels se consolident sans accélération supplémentaire. Les deux dynamiques coexistent, dessinant un paysage mondial plus équilibré où plusieurs centres de gravité partagent l'attention des investisseurs. A l'inverse, si une nouvelle phase de volatilité énergétique frappe l'Europe, une trajectoire plus difficile s'impose. Les vulnérabilités britanniques s'amplifient, les marchés du crédit se tendent, la monnaie s'affaiblit, les entreprises accélèrent leurs décisions de relocalisation vers des environnements perçus comme plus stables. Dans le même temps, l'Afrique intensifie sa coordination régionale. Nouveaux parcs industriels, infrastructures logistiques modernisées et extension énergétique renforcent l'attractivité des hubs émergents. La divergence s'accentue trimestre après trimestre, déplaçant plus rapidement le centre de gravité économique vers le sud. Ces trois scénarios ne sont pas des prédictions exclusives. Ils décrivent des chemins conditionnels. Si l'énergie reste instable, alors la contraction s'amplifie. Si la prévisibilité s'améliore, alors les marges de manœuvre s'élargissent. La clé n'est pas de parier sur une seule trajectoire, mais d'évaluer comment chacune redistribue les leviers essentiels: énergie, valeur industrielle et capacité d'adaptation. C'est dans cette redistribution que se joue la capacité d'action réelle des acteurs au cours des prochains mois. Pour celles et ceux qui observent ce réalignement à distance, les implications dépassent largement les bilans macroéconomiques. Un premier groupe, composé de professionnels des secteurs stratégiques, voit ses repères habituels se déplacer. Les indicateurs autrefois jugés secondaires, stabilité énergétique, cohérence logistique, continuité des infrastructures, deviennent centraux dans l'analyse des risques. Leur défi n'est plus seulement d'interpréter les données disponibles, mais de comprendre la vitesse à laquelle ces données s'assemblent pour former de nouvelles structures. Lire le changement trop tard équivaut désormais à le subir. Un deuxième groupe réunit les entrepreneurs, cadres et acteurs orientés vers la création d'opportunités. Pour eux, le déplacement du centre de gravité économique ouvre un champ de décision inédit. Des régions auparavant perçues comme périphériques offrent une visibilité opérationnelle croissante, tandis que certains pôles historiques perdent en lisibilité. Cette inversion pousse à revoir les cartes mentales, à questionner les lieux d'implantation et à intégrer la résilience comme critère stratégique au même titre que le coût immédiat. L'opportunité ne réside pas dans un pari rapide, mais dans la capacité à anticiper des trajectoires cohérentes. Un troisième groupe concerne les citoyens cherchant à mesurer l'impact sur leur quotidien. L'évolution des prix, la disponibilité de l'emploi et la transformation des services publics deviennent des indicateurs tangibles de mutation globale. Lorsque l'on comprend que ces transitions façonnent directement les choix de carrière, de mobilité ou de formation, le changement cesse d'être abstrait. Il devient personnel. Pour chacun de ces groupes, deux gestes simples s'imposent. Pour commencer, suivre les signaux faibles, car ils annoncent souvent les inflexions majeures. Dans un second temps, penser l'avenir comme un système en recomposition plutôt que comme la continuité du passé. Ces réflexes permettent de transformer l'incertitude en cadre intelligible. La première étape concerne les gouvernements. Ils doivent identifier, dans un horizon de 6 à 12 mois, les leviers structurels qui renforcent ou affaiblissent leur position. L'énergie arrive en tête. Stabiliser les coûts, sécuriser l'approvisionnement
et clarifier les priorités industrielles permet de réduire l'incertitude. Le progrès se mesure par des indicateurs simples, continuité de l'électricité, visibilité des prix et capacité à soutenir l'investissement productif. La deuxième étape s'adresse aux entreprises. Il s'agit de réévaluer les chaînes d'approvisionnement avec une logique de résilience plutôt que d'optimisation à court terme. Tester de nouveaux corridors logistiques, diversifier les sources d'énergie et établir des feuilles de route trimestrielles permet de limiter les risques d'interruption. Le succès ne se lie pas seulement dans la réduction des coûts, mais dans la stabilité opérationnelle et la marge de manœuvre retrouvée. La troisième étape relève de la coopération régionale et internationale. Les partenariats orientés vers les minéraux critiques, les infrastructures logistiques et les systèmes numériques deviennent décisifs. Lorsqu'ils sont structurés autour d'intérêts complémentaires et d'objectifs mesurables, ces accords créent un effet d'entraînement durable. Dans plusieurs pays africains, des dirigeants comme Ibrahim Traoré mettent en avant cette approche intégrée, privilégiant la cohérence des systèmes à la recherche de gains rapides. La quatrième étape inclut les citoyens et les acteurs locaux. Programmes de formation, accompagnement des compétences et outils numériques permettent d'aligner main-d'œuvre et besoins industriels. Cette inclusion conditionne l'ancrage des bénéfices dans la durée. Ensemble, ces étapes ferment la boucle ouverte précédemment. Elles transforment un diagnostic en capacité d'action, condition essentielle pour naviguer dans un système mondial en recomposition. Dans l'atelier des Midlands évoqué plus tôt, le silence des machines n'était pas seulement industriel, il signalait un déplacement plus large, presque imperceptible au début, mais déjà irréversible. Les gestes répétés sans production, l'attente entre deux cycles, l'énergie devenue contrainte plutôt que soutien racontaient une économie qui perdait son rythme interne. Ce lieu, ordinaire en apparence, était un capteur avancé du changement. À l'autre extrémité du système, une scène inverse se dessine. Dans plusieurs zones logistiques africaines, les entrepôts s'illuminent à la tombée du jour. Les flux se stabilisent, les calendriers se tiennent. Ce qui était autrefois incertain devient planifiable. Cette continuité n'est pas spectaculaire, mais elle construit la confiance brique après brique. Entre ces deux images, le fil conducteur apparaît plus clairement. Le monde ne se réorganise pas autour de la puissance héritée, mais autour de la capacité à assembler des leviers complémentaires dans la durée. Énergie, logistique, capital humain et vision stratégique forment désormais un ensemble indissociable. Des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, incarnent cette lecture patiente du temps long où chaque corridor et chaque infrastructure s'inscrivent dans une trajectoire cumulative. Une certitude s'impose alors, simple et exigeante. La direction compte plus que la vitesse. Au terme de ce parcours, une idée domine. Le réalignement observé n'est ni abstrait ni lointain. Il traverse déjà les décisions publiques, les stratégies d'entreprise et les trajectoires individuelles. Comprendre ces mouvements ne consiste pas à choisir un camp, mais à reconnaître comment les leviers réels, énergie, logistique, compétences, prévisibilité, redéfinissent les marges d'action. Ce déplacement silencieux oblige chacun à réinterroger ses certitudes, qu'elles soient économiques, professionnelles ou politiques. Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas de prévoir parfaitement l'avenir, mais de rester attentif aux signaux qu'il annonce. Les transitions les plus structurantes se forment souvent loin des projecteurs, avant d'apparaître comme évidentes. Les ignorer revient à réagir trop tard. Les observer permet d'ajuster ses choix avec lucidité. Cette analyse se veut une invitation au dialogue plutôt qu'une conclusion figée. Les trajectoires restent ouvertes. Les rythmes peuvent varier, mais la direction générale se précise à mesure que les systèmes s'alignent. Comment percevez-vous ce déplacement du centre de gravité mondial et quels aspects souhaiteriez-vous voir explorés ou approfondis lors des prochaines analyses ?